on est en 1966. 1966, c'est de la préhistoire presque. C'est il y a longtemps. Et commençaient à naître, à Paris en tout cas, les premiers self-service, qui sont devenus plus tard les fast-food. Et je trouvais ça moche. Et j'étais avec mon copain Bernard Letroux, qui joue d'ailleurs dans 16 anthropophages. On était au bistrot, et il y avait un truc, ce type de restaurant qui allait se monter. Je dis vraiment, ces restaurants qui nous donnent à manger de la merde, c'est terrible, etc. J'ai presque envie de faire un film là-dessus. Il me dit, ah bon, quel film? Et je commence à lui raconter l'histoire que j'ai tournée plus tard, parce que je sentais qu'il y avait un grand... J'étais un peu illettré, moi, hein, puisque je n'ai pas voulu faire d'études, enfin, j'ai pas voulu, j'ai pas pu, en tout cas, j'ai pas fait. Donc, je connaissais même pas les thèses de Debord et tout, m'étaient étrangères. Après, j'ai connu, hein, mais tout ça m'était étranger, mais j'avais une sensibilité. Et là, je sentais bien que cette société de consommation allait vraiment nous dévorer. C'est nous qui allons être dévorés. Nous ne sommes pas les consommateurs, on est consommés. En réalité, on est consommés. Et cette consommation, j'ai voulu lui donner un peu une dimension un peu multiforme, en disant, la religion aussi est une forme de consommation. Et l'amour aussi est une forme de consommation. Donc j'ai décliné ça un peu dans le film de manière plus ou moins décousue. Et ça a donné 13 anthropophages. Et tout à fait naïvement, on le passe. Donc c'était Jean Rollin qui produisait le film, avec très peu d'argent, et on le passe à la censure, et un jour, c'est Claude Chabrol qui appelle Jean Rollin, qui dit Jean, il faut tout de suite que tu ailles prendre les négatifs au labo, parce que peut-être qu'ils vont être détruits, je sais pas, en fait il se trompait, Chabrol, on ne détruisait plus les négatifs à cette époque-là, mais néanmoins c'est ce qu'on a fait, on a pris les négatifs, et on reçoit une lettre, interdisant le film à toute projection, y compris projection privée, ce qui n'est même pas légal. Mais enfin bon, on ne pouvait pas passer le film, il était interdit à l'étranger, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas interdire un film étranger. La censure ne regarde que les pays sont libres. Ben là non, il était interdit à l'exportation. Donc, et ce qui était bête, c'est que pour une fois, un court-métrage avait un distributeur. Il y avait un distributeur, et non seulement il y avait 2 producteurs qui s'étaient intéressés, qui m'avaient pratiquement mis un contrat dans les mains pour que je puisse faire un long métrage. Ça leur avait plu parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un ton libre, un peu nouveau, etc. On est en 1966, hein. Il n'y a rien de nouveau. Quand on le voit aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un film ordinaire. Mais à l'époque, c'était un peu différent. Et quand il y a eu la censure, ça a été le couperet de la guillotine, tu vois, qui est tombé sur moi. J'étais sans voix et je ne pensais pas que ça allait être interdit. J'avais aucune idée de ça. C'était interdit à tout public. Donc j'étais un peu sans voix et j'ai un peu pris le conseil qu'on donne aux gens qui viennent d'avoir un accident de voiture. Surtout refais immédiatement un film parce qu'autrement ça ne va pas aller. C'est comme ça que je me suis mis à faire un film que je voulais très sage, Mathieu Fou. Bon, on ne se refait pas. Mais c'est vrai, non, il n'y a aucune... Non, je ne suis pas non, provocateur, ce n'est pas le mot. Non, mais je suis contre quand même. Je suis contre beaucoup de choses, c'est vrai. On peut définir ça comme ça, hein, quand même. Il y a des choses que je trouve aberrantes, quoi. Je trouve que ça a été mal pensé, quoi. On devrait repartir à zéro. Non. Mais bon. Et donc, pour la censure, est-ce qu'on t'avait présenté des arguments? Oui, alors c'était lapidaire, c'était scènes érotiques extrêmement poussées, je demande, il ne faut pas exagérer, quoi, scènes érotiques extrêmement poussées, dialogue scatologique et obscène. D'accord. Bon. Est-ce que c'est une raison? Parce qu'il y a le mot caca, oui, il y a le mot caca qui revient plusieurs fois. Est-ce que c'est une raison pour interdire un film? Enfin, Et donc, chose extraordinaire, le temps a passé, et donc j'ai abandonné le cinéma, j'en pouvais plus, parce que même si j'ai fait après Mathieu Fou et même La Femme Bourreau, ces films ont eu un destin, ça n'a pas été une censure vraiment à proprement parler, mais c'est pareil. C'est pareil. J'ai abandonné, si bien que personne ne savait que j'avais fait des films. Personne, puisque je n'en parlais pas, évidemment. Ça n'existait pas. Et c'est grâce à Jean-Pierre Bastide, qui a eu une carte blanche à la Cinémathèque française à un moment donné,
qui a dit oh, moi j'aimerais bien placer Tristesse anthropophage de la femme bourreau. Je dis mais attends, la femme bourreau il n'est même pas terminé. Il dit ça fait rien, on passe comme ça. Et à la Cinémathèque, il y a eu de bonnes réactions. Et il y avait des gens plutôt jeunes dans la salle qui ont voulu un DVD. Je dis mais on peut même pas faire des DVD. D'abord ils sont pas terminés, ensuite il n'y a pas de numérisation. Enfin c'est... Et il y a un garçon, Grégory Alexandre, qui dit « Moi, je vais m'en occuper ». Et Grégory, c'est comme ça il est tombé, alors qu'il ne le connaissait pas, sur Francis Lecomte, et qui a dit « Ça m'intéresse, on va sortir un DVD », puis c'est même sorti en salle, quoi. Et ça, c'était absolument inespéré, et un très beau cadeau, quoi. C'était quand, à peu près, pour mesurer à peu près C'était en 1914. Donc, en 2014. 1914. C'était en 2014. Voilà, donc en 1966, je réalise Les Anthropophages, interdit en janvier 1967, et en 2014, ressort le film autorisé à tout public. C'est incroyable. Dans la même salle de la Cinémathèque française où il avait été censuré, rue du Bec, il y avait des représentants du CNC qui venaient me féliciter. C'est extraordinaire. Après des siècles. J'étais surpris, j'étais très surpris, très content. Non, j'étais content et un peu dépassé par tout ça, parce que puisque personne connaissait ça, donc c'était très bizarre pour moi. C'est comme une renaissance, quoi, en réalité. Parce que c'était mort, ces films. Ils étaient morts, tout simplement. Ils étaient morts-nés, d'ailleurs. Ils étaient morts-nés. Et donc, il y a eu une renaissance, oui, et grâce à tous ces personnages que je viens de nommer, quoi, bien sûr que c'est émouvant, c'est très émouvant. Voilà, c'est parti du même désir, en fait, d'abolir les frontières entre les genres. Et c'est pour ça que dans ce film, effectivement, il y a des choses qui peuvent faire penser, en tout cas... Moi, j'ai pensé à ça, je ne sais pas si... à l'expressionnisme allemand, très peu, en coup d'œil, comme ça, mais quand même. Des choses qui peuvent faire penser à la nouvelle vague, avec des caméras légères en particulier, qui montent, qui descendent les escaliers, une caméra très, très souple, avec un jeu assez improvisé, et aussi introduire le reportage, carrément, le télétrottoir, même si c'est très bref, mettre des chansons en intermédiaire. Je voulais un film collage. Un film collage, et j'ai pris le pari que le collage allait coller, parce que c'était pas sûr. C'est jamais bien sûr quand on juxtapose des éléments assez étrangers les uns aux autres. La seule chose qui les réunit, c'est ta volonté, finalement. Et donc, voilà, donc ce film, il a été fait comme ça, avec cette volonté de rassembler des éléments épars dans un univers qui m'est propre, qui a ses contradictions, c'est une cohérence contradictoire, c'est une cohérence qui, comment je pourrais dire, qui grelotte. Et c'est pas un chemin tracé en disant je vais faire un film comme ça. Non, c'est un chemin hésitant. On a le droit de s'égarer. On va dans des sentiers, on va dans le sous-bois qui est là. Ah tiens, il y a un étang ici. D'ailleurs, on improvisait beaucoup en quelque sorte. Le comédien de La Femme Bourreau, Claude Merlin, qui était un comédien de Chebnouchkine, du Théâtre du Soleil, il a une particularité, c'est pas de sa faute, il est insomniaque complètement. Donc parfois, il est complètement comme endormi. Et dans la scène, il y a une scène très longue où il s'habille en femme. Elle est longue. Et Gérard de Bâtissa, l'opérateur, dit, mais tu vois pas que c'est pas possible. Je dis, mais au contraire, jouons là-dessus, cette espèce de ralentissement tout à fait naturel, mais qui était en fait pas voulu au départ du tout. Oui, pour s'habiller, il mettait des... Et ça donne cette scène... Ouais. C'est ça que j'aime, moi. C'est ce qui surgit devant moi et que tout d'un coup, qui peut rentrer ou pas dans le cadre. Par exemple, une scène de Tristesse anthropophage, il y a une poursuite qui n'en finit pas. Hein. J'aime beaucoup ça, les poursuites. Mes personnages sont en fuite permanente. Ça doit me ressembler. Et donc, à un moment donné, par exemple, le personnage fuit, et puis à un moment donné, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se marier. Je crois que c'était au Bois de Boulogne, oui, au Bois de Boulogne.
Et je dis à Gérard, on va faire une poursuite et tu vas pas noter. Il me dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le film? Je dis rien du tout. Effectivement, rien du tout. Mais ça m'a trop plu, quoi, cette image de gens qui se mariaient, donc qui sont justement le modèle d'une société acceptée. J'ai rien contre les mariés, hein. Je vais être témoin bientôt d'un mariage. mais n'empêche que c'est une institution quand même. Et pour moi, ça représentait ça. Ça surgit là par hasard, ça s'est donné à moi. Personne n'avait vu ces mariés au loin, mais moi, je les avais vus. Ces moments de passage du temps, un peu, oui, ils viennent presque malgré moi. En tout cas, dans ces moments de film. Mais ce qui est curieux, c'est que j'ai fait toute une série de petits films que personne ne connaît, où justement j'ai essayé de travailler avec rien, le rien. Alors le rien, ça n'existe pas. Hein, comme dit le héros un des héros, Daniel Laloux, dans Les Tueurs d'ordinaire, il dit le vide, ça n'existe pas. Le vide, une bouteille est vide. Ça, c'est le vide. Une bouteille est vide. Ça n'existe pas. Mais néanmoins, on a des fois le sentiment de quelque chose qui est un peu vide. Et par exemple, j'ai fait une série de films qu'on pourrait appeler rien, au pluriel, où j'ai filmé par cette fenêtre, là, derrière, la neige qui tombait. Ça s'appelait Neige. Et ça dure un quart d'heure. C'est la neige qui tombe. Et à partir de là, le dispositif était très simple. Je filme cette neige qui tombe, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant ce temps? Et bien voilà, le film, ça va être ça, c'est la neige qui tombe, et je vais dire ce qui s'est passé dans ma tête pendant ce temps-là. Mais alors, au lieu de le dire je, etc., je raconte l'histoire que j'ai imaginée. Un crime qui a eu lieu là, etc. Tout le monde y croit. Hein. On m'a dit, mais vraiment, il s'est passé un crime en bas de chez toi? Pas du tout. Un autre film du même genre, je l'ai tourné, ça s'appelle Feu, c'est uniquement sur ma cheminée qui est en train de se flamber. Uniquement, ça s'appelle Feu, et je raconte l'histoire. Je raconte aussi la même chose, le même principe. Je filme ça, mais qu'est-ce que j'ai dans la tête? Parce que ça n'existe pas, ce vide. C'est carrément entrepris par des tas de mécanismes qui sont le vivant, justement. Et bien là, j'ai imaginé que ça se passait dans un bordel ancien, qu'il y avait une putain, Tout le monde me dit, mais où t'as trouvé cette histoire? Alors que Donc oui, si je réponds à côté en parlant de film, c'est que effectivement, si tu mets le doigt sur ces moments dans certains films qui, moi, m'ont échappé, en réalité, oui, c'est une préoccupation que j'ai. En tout cas, ce sont des centres d'intérêt que je cultive, oui, beaucoup. Savoir comment on saisit effectivement ce temps, à la fois très long, à la fois il ne se passe rien, et à la fois qui est la vie, qui est le vivant, quoi. Le vivant, c'est le vivant, parce qu'on est vivant, on est vivant jusqu'au bout. On n'est pas plus vivant quand on a 13 ans que quand on en a 79. On est tout autant vivant. Au départ, ça a été très dur, le fait que personne ne veuille me financer, que j'ai jamais été vraiment aidé. La télévision m'a un peu aidé, mais c'était toujours une petite économie. J'ai jamais fait même à la télévision, c'est des économies plutôt réduites, à part certains documentaires comme La Méditerranée. J'ai travaillé dans 9 pays, mais ça c'est exceptionnel. Ou La Revanche de Dieu. Mais à part ces émissions-là, j'ai toujours travaillé avec peu d'argent. Et ça ne me dérange pas, ça. Mais j'avais des projets quand même. J'avais des projets qui ont failli se faire 1000 fois. J'avais une comédie musicale très belle qui s'appelait Histoire du petit Julot qui chante faux. Il se trouve que je chante faux. Histoire du petit Julot qui chante faux, et c'était bien parce que c'était un petit héros et c'était très joli. On avait écrit les chansons, la musique, etc. Donc, et j'avais trouvé des producteurs, etc. Mais c'était très difficile parce que quand un film commence à coûter cher, il faut davantage de coproduction et c'est là que ça commence à s'effondrer. Et même j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, on m'a dit, avant de faire le film, il faut que tu fasses une pièce de théâtre qui ira à Broadway. Et c'est là qu'on testera. Et si ça marche, on fait le film. Ça m'a fait trop peur. Moi, c'est pas mon univers, ça. Et j'ai eu plusieurs films comme ça qui ont été au bord de se faire. Oui, bien sûr que je considère ça comme... mais je suis pas le seul, hein.
tous les réalisateurs, tous les cinéastes, leurs meilleurs films sont dans des tiroirs, hein, n'ont jamais vu le jour, c'est connu. Ben oui, non, ça c'était dur. Mais... Et puis, heureusement, il y a eu les moyens techniques modernes qui sont apparus, qui permettent, si on veut absolument faire des choses, ben on les fait, quoi. Alors, je ne suis pas dans la frustration, en tout cas. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, en fait, je considère que c'est différent, c'est tout, voilà, c'est différent. C'est un peu comme un handicapé dans une salle de classe avec des gens normaux. Moi, je suis un handicapé du cinéma parce que j'ai pas d'argent, mais ça n'a pas d'importance. Je suis quand même là. C'est une liberté énorme, effectivement. Ouais, c'est une liberté énorme. Ben oui, j'ai pas de... Surtout que moi, je pense jamais, quand je fais un film, je pense pas du tout à sa diffusion. Autrement, ce serait une catastrophe, j'arrêterais tout de suite. Donc, oui, je travaille dans la plus grande des libertés, c'est vrai. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je pense, voilà, je vais dire la vérité. Hein, je peux dire la vérité? Les yeux dans les yeux. La vérité, c'est que ça m'arrange terriblement d'être marginal. Ça m'arrange terriblement. Je suis bien dans cette marge. Même s'il y a des moments difficiles. Bien sûr, il y a des moments où on trouve que c'est injuste. Mais n'empêche que dans cette marge-là, je suis libre, je suis moi. Je n'ai de compte à rendre à personne, ou à très peu en tout cas. Et je suis comme ça, en fait. C'est même pas un choix délibéré en disant « Ah, politiquement, je vais décider de... » Non, pas du tout. Je suis marginal, comme je l'ai été à l'école quand j'étais petit, hein, je me suis appris tout seul. Et ben là, c'est pareil, je fais des films comme ça, un peu dans la marge. Et finalement, j'y suis pas si mal que ça. Et je trouve que c'est ma place. Je crois qu'on a une place, il faut la prendre. Moi, ma place, elle est dans la marge. Tant pis, elle n'est pas plus enviable qu'une autre, mais elle n'est pas moins enviable qu'une autre. Moi, je me sentirais pas bien dans la peau d'un cinéaste cinématographique. Donc j'étais un ignoble cancre qui a loupé tous ses examens, sans bac, sans brevet, sans rien du tout. Et il y a une chose très bizarre, c'est que mes parents, malgré cette catastrophe ambulante que j'ai... Moi-même, je me croyais idiot, hein, puisque les profs me traitaient d'idiot, c'était eux qui avaient l'autorité, c'est eux qui avaient raison, je devais être idiot. Eh bien, mes parents n'ont jamais cru ça. Ils ont gardé confiance en moi, si bien que quand j'étais comme ça, démuni, sans bac ni rien, ils ont cherché pour moi l'école qui pouvait éventuellement me plaire. Et ils ont trouvé une école de cinéma, qui était payante, bien sûr, puisque sans bac, sans rien. Petite école de rien du tout, qui avait un nom très brillant, l'Institut Polytechnique International du Spectacle. C'était bourré de cancres. Alors là-dedans, il y avait qui parmi les cancres? Il y avait Bernard Letroux, qui est un des personnages qui joue dans mes films, et qui était un de mes meilleurs amis, qui est devenu un de mes meilleurs amis. Il y avait Bachelet, qui est devenu chanteur, Pierre Bachelet, enfin des gens comme ça. Mais tous des cancres invétérés, mais qui avaient un petit quelque chose à eux. Et donc, j'ai appris un petit peu. Je ne suis pas resté longtemps à cette école, je suis resté 6 mois. Mais j'ai eu la chance d'avoir comme prof de script, par exemple, Sylvette Baudreau, qui est quand même une grande script du cinéma français, et pas seulement français, hein, Tati, Alain Resnais, Polanski, enfin, et qui était vraiment génial, et un metteur en scène, prof de mise en scène, qui s'appelait Ralph Habib, qui n'est pas très connu, mais qui était en tout cas un enseignant extraordinaire. En quelques mots, il nous a fait comprendre le cinéma. Et ben tellement que effectivement, je me suis dit bon, ben il est temps d'en faire du cinéma, et j'ai préféré carrément mettre les mains dans, comment on dit, dans le cambouis, et j'ai fait un stage au laboratoire Éclair. Donc un stage de 3 mois, puis après j'ai été obligé de partir au service militaire en Algérie. Heureusement, c'était la fin de la guerre d'Algérie, parce qu'autrement j'aurais déserté. Et puis après, en revenant de mon service militaire, j'ai refait 3 mois de labo. Et là, ça s'est enchaîné par des stages, etc. Donc oui, j'ai appris quand même un peu le montage, beaucoup par moi-même. Mais parce que j'ai eu accès aux tables de montage, etc. C'est à travers le montage que j'ai pu appréhender le cinéma en général.
y compris la lumière, etc. C'est par le montage, par qu'est-ce qui se passe quand on fait coïncider deux plans, qu'est-ce qui se passe aussi, pas seulement parce que c'est pas qu'une histoire d'image, depuis que le cinéma n'est plus muet. Qu'est-ce qui se passe quand on met tel son ou tel autre? Parce que ça, c'est très important pour moi, la manière dont un son peut jouer avec une image. Et j'aime bien que ça raconte pas forcément la même chose, mais ça peut pas être n'importe quoi non plus. Autrement, c'est étranger. Autrement, ça. Donc, cette espèce de dialectique, c'est au montage qu'on la voit le mieux. C'est comme ça qu'on voit aussi comment les comédiens jouent, comment ils prennent la lumière, si c'est intéressant d'avoir un plan large ou pas, les mouvements de caméra, est-ce que c'est vraiment si important que ça qu'est-ce que c'est que vraiment... Ça pose des questions de l'expression cinématographique parce qu'on est à l'arrivée. On est au moment où on a ça sous les yeux. Et c'est là où... Moi, je n'ai pas monté des films extraordinaires, mais enfin, j'ai montré quelques longs métrages, mais surtout, j'ai travaillé avant, pendant presque 2 ans, aux actualités françaises, donc qui faisaient les actualités cinématographiques, ces choses qui passaient dans les salles de cinéma avant les programmes. On devait aller à toute allure, et ça permettait justement d'expérimenter les choses. On pouvait faire ce qu'on voulait, puisque c'était de l'actualité. C'est un truc qui fait rire tout le monde, et ils ont bien raison. J'avais une mémoire phénoménale en réalité, et je connaissais tous les poèmes par cœur. Donc, je parlais par citation. Ça m'est passé, heureusement, parce que je parlais par citation, et voilà, c'est ça. Mais c'était une manière, oui. Pour moi, la mémoire est importante, justement. Je travaille beaucoup là-dessus, même si ce n'est pas une thématique chez moi. Pas une thématique, mais quand même, la mémoire, c'est... Moi, j'ai l'impression que la mémoire, elle ne nous appartient pas. Je ne sais pas comment dire. On n'a pas une mémoire propre. C'est comme si la mémoire, elle était à côté de toi. Voilà, j'ai envie d'employer cette image. La mémoire, c'est la mer qui est en train de rouler ses vagues. C'est ça, la mémoire. Et ta mémoire, elle fait partie de la mémoire du monde. Elle est comme ça. Et c'est pas une formule. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens que la mémoire ne m'appartient pas. Et j'adore cultiver ça. Alors, j'ai beaucoup moins de mémoire qu'avant. Hein. J'essaye maintenant encore d'apprendre du Saint John Perse. J'arrive, ça reste 2 jours et ça s'en va. Mais par contre, ce que j'ai appris il y a des années, ça, c'est toujours en moi. Et donc, on avait tous des particularités comme ça, car on était des cancres fous, parce que des cancres qui acceptent d'aller dans une école de cinéma, c'est forcément des gens un peu déglingués quand même. Ils ont quand même une envie quelque part. C'est pas n'importe quoi. On n'a pas fait une école d'assurance, tu vois, c'est ça. On était quand même dans une école de cinéma, même si c'est mes parents qui ont choisi pour moi, que je remercie. Oui, on était tous assez passionnés, même s'il y avait des désespérés parmi nous. Par exemple, Bernard Letrou, dont je parle souvent. Bernard Letrou était un personnage extraordinaire qui est un grand poète. Il a d'ailleurs édité chez Pauvert, qui considérait que c'était le meilleur poète contemporain. Il n'a jamais plus voulu réécrire de poèmes. Il les a écrits, mais il ne les montrait pas. Il était capable de réparer les voitures, de créer lui-même ses propres ordinateurs, etc. Il était comme moi, il n'avait même pas son certificat d'études. Et bien Bernard Letrou, il avait quelque chose qui le tenait en vie, si j'ose dire, c'était une mélancolie, un désespoir énorme. C'est curieux. Et moi, c'était un peu l'inverse. Moi, c'était un peu l'inverse que... Parce qu'en fait, c'est important de parler d'un cancre, c'est très dur. C'est pas du tout une image, c'est pas une image de littérature. C'est très difficile d'être un cancre. C'est vraiment une douleur. Être un cancre, tu es rejeté, tu es ailleurs, tu es mauvais, tu es le dernier de la classe, tu es même pas méprisé, tu es ignoré. Il y a même pas... Personne ne s'intéresse à toi, même pas pour te faire du mal, même pas ça. Tu n'es même pas une victime, tu n'es rien, tu n'existes pas, tu n'es rien, tu n'existes pas. Eh bien, c'est très dur. Moi, j'ai pu commencer à exister à partir du moment, justement, où est entré en moi le truc, je vais quand même faire quelque chose. Et ça s'est affirmé à partir du moment où j'ai rencontré le premier amour de ma vie, Mireille Abramovici, qui, elle, comme mes parents, pourquoi avait-elle confiance en moi?
alors que j'avais rien pour donner confiance, et qui a toujours eu, voilà, qui m'a beaucoup aidé, quoi. C'est pour ça que mon dernier film, d'ailleurs, est dédié à Mireille, qui malheureusement est morte il y a 5 ans. Mais c'est parce que si on rencontre des personnes, je pense que, ouais, puisqu'on parle d'amour, je pense que l'amour, l'amitié, l'amour, l'affection, ce qui peut relier les gens indépendamment de l'intérêt, ben c'est un atout majeur. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours aidé, qui m'a permis de marcher, de parler, de dire et d'oser des choses lamentables. Par exemple, là, je sors bientôt avec Jean-Pierre Bastide, dont j'ai parlé aussi. Avec Jean-Pierre Bastide, nous sortons un recueil qui va s'appeler De brilles et de fourrure. Ben non seulement on déconne là-dedans, c'est des nouvelles, des sortes de chansons et tout, mais en plus, Bastide me dit « Oh, tu devrais les dire, hein, les petites poésies qui sont écrites là, que tu as écrites. » Je dis « Ben non, parce que je chantais ça comme des chansons. » Je dis « Non, je chante faux et tout. » Et puis, je m'y suis mis, je chante pas vraiment. Parce que, voilà, c'est oser, c'est pas grave de ne pas être le meilleur. Il faut être en dehors de la concurrence et tout. De toute façon, il y a toujours quelque chose. Parmi tous les profs que j'ai eus dans ma vie, il n'y en avait pas un de plus nul que l'autre. Ils étaient vraiment chiants comme la pluie. Sauf une prof de dessin qui nous avait dit un jour « Mais les enfants, allez-y, dessinez. Ce que toi, tu ne sais pas faire, lui, il va pouvoir le faire, mais toi, tu vas faire quelque chose que lui ne saura pas faire. Allez, allez-y. » Ça m'est rentré dans la tête, j'ai dit « C'est vrai, nous possédons tous quelque chose que l'autre n'a pas. » Et plus tard, avec les années, j'ai complété la formule, j'ai dit « Tout le monde a quelque chose que l'autre n'a pas, et cette chose, il faut l'offrir au monde. » Et c'est pour ça que je me permets de dire « C'est un cadeau qu'on prend ou qu'on ne comprend pas, on a le droit de le refuser. »